Coucou tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour refaire un update lecture. Encore une fois, je m'excuse à l'avance de tous les bruits que vous allez entendre parce que dès que j'ai sorti le trépied, elle s'est réveillée de sa sieste. Donc Pandore risque de faire un max de bruit. Le premier roman que je vais vous présenter, il s'agit du tome 3 de Twisted Tale de Liz Braswell, Histoire éternelle, qui est sur... donc c'est une réécriture en fait du Disney de La Belle et la Bête. Je dis le Disney et non le film parce qu'en fait nous avons... en fait toutes les étapes qui se passent dans le dessin animé du Disney. En plus nous avons aussi des flashbacks donc de Maurice et de la mère de Belle. Dans ce roman nous suivons deux histoires. La première, celle de Belle qui est dans le village. Son père est parti à la foire pour présenter sa nouvelle machine. Elle croise les villageois, elle discute avec eux. Gaston lui fait toujours ses demandes en mariage totalement idiotes et ridicules. Jusqu'au moment où en fait le cheval de son père revient et elle sait qu'il s'est passé quelque chose. Sauf que bien sûr ça ne s'arrête pas là, nous avons également tout un complot qui est orchestré en fait contre les Magus qui sont des créatures pourvues de pouvoirs magiques. Et en fait nous allons voir donc l'enchantement, la malédiction qui touche la bête et qui est liée profondément à ce qui s'est passé dans la relation en fait entre Maurice et Rosalinde qui est la mère de Belle et toute cette histoire avec les Magus. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est que sachant que c'est un tome 3, je n'ai pas du tout été, on va dire, perdue dans ma lecture, ça ne se suit pas, chaque tome est unique je pense. En tout cas celui-ci c'était le cas, nous suivons exclusivement Belle, il n'est pas fait mention d'un autre personnage des tomes précédents ou des tomes à venir, il n'y a rien qui se suit, on suit juste l'histoire de La Belle et la Bête. Alors j'ai adoré ce premier tome parce que déjà... c'était sur La Belle et la Bête, l'héroïne adore les romans, elle est rêveuse, curieuse, tout ce que j'aime dans une héroïne. Et donc du coup nous avons l'un des plus grands contes de fées qu'on peut avoir en fait et que j'aime beaucoup. J'étais très surprise de la manière dont ce roman commençait parce que nous avons tout de suite une atmosphère très sombre. Nous avons une personne qui est prisonnière, qui subit sans doute des tortures à répétition et on n'en sait pas plus. Ça se termine comme ça le premier chapitre. Et après on tombe direct dans l'histoire de La Belle et la Bête en compagnie donc de Belle. Ça j'ai bien aimé le début de ce roman parce que je m'attendais quand même à retrouver quelque chose du coup très sombre. Et après j'ai été quelque peu déçue parce que non seulement on tombe tout de suite dans la version vraiment très Disney du conte et on n'a pas plus d'atmosphère sombre et oppressante que ça. Ce qui m'a déçue c'est qu'en fait en lisant le premier chapitre et en tombant sur ce genre d'atmosphère, je m'attendais à avoir la même ambiance en fait sur tout le roman, sauf que ce n'a pas été le cas. J'ai vraiment eu le dessin animé qui défilait devant mes yeux. Pour ça c'est bien aussi parce que du coup j'ai pas été dépaysée et j'ai retrouvé le conte comme j'ai pu le voir dans le Disney. Mais je n'ai pas retrouvé la même atmosphère que j'aurais voulu retrouver au fil des pages. Excepté pour les musiques que nous avons dans le dessin animé, c'est le script en fait en lui-même mot pour mot, excepté bien sûr aussi le coin où nous avons des flashbacks pour le passé des parents de Belle. Mais sinon, vous ne serez pas dépaysés si vous avez bien aimé le dessin animé parce que du coup vous le retrouverez dans ce roman. Et dans les chapitres suivants, nous avons donc des flashbacks dans le passé des parents en fait de Belle, leur rencontre, comment ils évoluent, les problèmes auxquels ils doivent faire face, comment ils sont arrivés dans le petit village où a grandi Belle, comment ça se fait que Belle n'a jamais connu sa mère, comment ça se fait que celle-ci est partie, pourquoi... Enfin, on découvre tout un tas de mystères que nous n'avons pas dans l'histoire de base et ça c'est vraiment génial. Un autre point que j'ai particulièrement apprécié, c'est que nous avons une vraie confrontation avec les objets qu'il y a dans le château. C'est-à-dire qu'en fait dans le dessin animé ou même dans le conte de Françoise de Villeneuve, nous avons donc les objets qui sont avec nous, ou même les animaux. Dans Françoise de Villeneuve, c'est plus des animaux il me semble. Et là, en fait, nous avons des vraies conversations du coup avec les anciens domestiques et nous découvrons un peu plus comment c'était de vivre dans le château. En fait, dans ce roman, nous avons donc le conte de fées de La Belle et la Bête, mais avec beaucoup plus de profondeur et avec du coup un passé et des faits, des facteurs qui font que la Bête est devenue comme ça, que le monde dans lequel Belle évolue est comme ça, et c'est ça qui je pense qui fait vraiment la profondeur donc, de ce récit et le fait que du coup Twisted Tale c'est comme une saga dans les réécritures de contes qui peut égaler en fait les chroniques lunaires. En tout cas si vous ne connaissiez pas les Twisted Tale de Liz Braswell, je vous encourage vraiment à foncer parce que elles sont très faciles à suivre, à comprendre, vous rentrez très facilement dans l'intrigue. Ce sont des contes de fées que nous connaissons. Hormis peut-être pour le premier tome, il s'agit de c'est Ce rêve bleu, donc c'est sur Aladdin. C'est vrai que nous n'avons pas eu beaucoup de réécriture du conte d'Aladdin, en tout cas j'en ai vraiment quasiment pas vu. Et elle reprend beaucoup de contes de films, il me semble qu'elle va en sortir un sur Mulan. Ce rêve bleu donc c'est sur Aladdin, il y a également sur La Belle au bois dormant avec Maléfique.
je ne sais plus lesquels autres elle a écrit par rapport au Twisted Tale, j'ai vraiment du mal à le dire. Est-ce que c'est marqué? Non, ce n'est pas marqué. Mais en tout cas, elle en a fait plein d'autres et je vous encourage à foncer pour découvrir cette saga qui est une réécriture en fait de quasiment tous les contes que nous connaissons sous en fait la version Disney. Le second roman que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un service presse. Il s'agit de L'heure de la lumière de Olivier Valade. L'heure de la lumière raconte l'histoire de Nimzie, qui est une jeune femme qui vivait en tout cas à l'époque des Huns, qui a dû faire face à beaucoup d'épreuves pour le moins difficiles et qui se retrouve catapultée en fait à Paris en 2017. De l'autre côté, nous suivons Elias, jeune pasteur très contemporain pour son époque et pour sa congrégation, qui va faire la connaissance de Nimzie. J'ai beaucoup aimé L'heure de la lumière parce que ça m'a fait penser à un grand classique du fantastique. D'un côté, nous avons un pasteur jeune, fougueux, contemporain, et d'un autre côté, nous avons donc une jeune femme très mystérieuse, très attirante, et qui a une part d'ombre en elle, qui se trouve être en fait aussi un vampire. Je vous donne dans mille, en plus ils se rencontrent dans une église, il s'agit de La morte amoureuse de Théophile Gautier. Ça m'a énormément fait penser à ce roman, mais pas juste au début lors de la rencontre, du début jusqu'à la fin j'avais vraiment... C'était comme si c'était une réécriture en fait de La morte amoureuse, mais du coup tournée en quelque chose d'actuel et avec une suite dans laquelle leur relation évolue et est beaucoup plus libérée. Ça, j'ai particulièrement apprécié ce roman pour ça. Je sais que c'était peut-être pas voulu de la part de l'auteur, mais pour moi ça m'a énormément fait penser à La morte amoureuse et c'était juste un cadeau parce que La morte amoureuse c'est une grande nouvelle des contes fantastiques de Théophile Gautier. Si vous n'en avez pas entendu parler, foncez parce que c'est un classique du genre et en tout cas c'est l'histoire d'un pasteur qui est sur le point en tout cas de devenir, qui est sur le point de devenir en fait pasteur et sauf que lorsqu'il rentre dans l'église en fait pour faire sa cérémonie, il va croiser le regard d'une jeune femme qui est tapie dans l'ombre, qui est magnifique, qui est aussi belle qu'un ange et elle lui laisse le choix, soit il vient en fait à elle, soit il devient pasteur et du coup il fait vœu de chasteté, enfin vous connaissez la chanson, et choisit l'église au lieu de cette jeune femme, sauf qu'il va être tourmenté par son cœur, son amour pour elle, il va vraiment la désirer. Et il y a plein de choses qui s'enchaînent par rapport à ça parce que c'est une femme c'est un vampire et du coup elle veut l'hypnotiser, elle veut se l'accaparer. Et donc du coup ce roman m'a pas mal fait penser à ça, mais surtout pour la forme en fait, pour le pasteur qui tombe amoureux d'un vampire, c'est juste ça. Ce qui est également particulier dans ce roman, c'est déjà que c'est un thriller, donc nous avons une enquête, nous avons des cadavres, des meurtres à élucider. Ce qui fait l'un des points forts de ce roman, c'est que depuis le début nous savons qui orchestre ces meurtres, sauf que nous ne savons pas quel est le fond en fait de vérité, parce que oui elle tue des personnes, donc vous en doutez c'est Nimzie, elle tue des gens, sauf qu'il y a beaucoup de symboles en fait qui viennent compliquer l'affaire, qui viennent un peu étoffer tout ça, ce n'est pas juste un simple meurtre, il y a quelque chose derrière et le fait que nous suivons l'enquête avec Elias et également un ami à lui qui s'appelle Hamid qui est policier et qui est un jeune ami à lui et qui est un ancien collègue parce que Elias a également fait des études de police avant de se lancer dans l'église et ils vont mener l'enquête tous les deux et c'est bien qu'en fait on suive avec eux tout ça sachant à l'avance qui est le meurtrier, mais du coup on découvre tout en même temps qu'eux, on essaye de voir les indices en même temps qu'eux et ça c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien pour le lecteur mais c'est également très intéressant à suivre parce qu'on rentre beaucoup plus facilement dans l'enquête, on rentre beaucoup plus facilement dans l'histoire et on fait beaucoup plus attention, excusez-moi parce que ça fait beaucoup de plus. On fait davantage attention en fait à tous les petits détails qui peuvent accaparer notre attention et qui peuvent paraître très anodins en fait quand on lit le roman. Un autre point que j'ai particulièrement apprécié mais qui reste notamment très obscur pour moi, c'est l'époque des Huns. En fait nous avons des flashbacks donc de Nimzie quand elle est chez les Huns et quelle a été son ascension, sa transformation en fait en vampire, parce que ça pour moi ça reste encore très obscur, j'ai du mal à tout comprendre, parce que nous avons donc une jeune femme qui faisait partie d'un clan qui vénérait les forces obscures, en tout cas c'est ce que j'ai compris. De ce que j'ai compris, Nimzie faisait partie d'une sorte de clan qui vénérait donc les forces supérieures, les forces obscures, les forces du mal. Et de cette adoration, elle a tiré une certaine force et elle est devenue, je ne sais plus du tout le nom, mais c'est un terme spécifique, en tout cas pour son clan, elle est devenue telle personne et elle peut leur fournir une force de vie éternelle. Ça reste très flou et c'est vrai que ça aurait mérité beaucoup plus en tout cas d'explications. Je pense me relire des passages envoyés pour vraiment savoir comment elle est devenue un vampire, mais c'est quelque chose qui reste très mystérieux comme elle. D'un côté c'est
c'est bien parce que du coup ça enveloppe encore plus le personnage d'une part de mystère, mais d'un autre côté, pour le lecteur c'est très confus. Un autre point qui fait la force de ce roman, c'est quand même l'aspect historique, parce que mine de rien, même si l'aspect un peu flou en fait de la transformation du clan Nimsy voilà, reste confus dans l'esprit du lecteur, nous sommes à l'époque des Huns, donc à Lutèce, en Gaule, et ça c'est pas une période de l'histoire que j'ai l'habitude de retrouver dans d'autres romans, donc j'ai apprécié ce bond en fait historique. Force du mal dit bien sûr religion. Donc évidemment nous avons d'un côté Elias qui est pasteur, mais comme je vous l'ai dit c'est un pasteur très contemporain qui a des idées reçues sur beaucoup de choses. Et notamment en fait sur les forces du mal, sur les possessions démoniaques. Il va accueillir beaucoup de personnes qui ont besoin d'un exorcisme, pardon. Et ça reste, c'était très compliqué en tout cas pour moi à comprendre et à vivre, en tout cas à le lire, parce que ça c'est un peu secte. En tout cas il se retrouvait dans une partie de l'église pour pratiquer des sortes de rituels pour justement faire évacuer le mal des corps des autres. En tout cas c'était bizarre de voir ça dans une église où on avait juste du coup Elias, un pasteur qui fait des mariages, qui fait des cérémonies, des messes, et d'un seul coup on tombe d'un autre côté où il y a des rituels, tout ça pour purifier l'âme et tout. En tout cas c'était un retournement de situation, en tout cas un retournement plutôt de personnage qui était très difficile à comprendre mais qui était plutôt attrayant. Je veux dire c'était plutôt curieux de voir ça dans une église en 2017 du coup. Je ne sais pas du tout si c'est possible, si c'est actuel, mais en tout cas voilà, c'était intéressant à voir, à découvrir dans ce roman qu'un pasteur puisse du coup faire ce genre de pratique. Avant de vous laisser sur ce roman, j'ai un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le personnage de Hamid. Hamid, c'est un personnage que j'ai détesté dans ce roman. J'ai détesté en même temps que j'ai apprécié, j'ai eu de l'espoir pour lui en tout cas. En fait, Hamid c'est un coureur de jupons qui est quand même marié, qui a 2 enfants ou 3, je sais plus, et qui peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs, d'aller voir les filles, de flirter avec elles, de passer des fois des nuits sans lendemain. Sauf que après il s'étonne en fait qu'avec sa femme, il y a des complications. Mais oui, tu couches à droite à gauche puis tu t'étonnes après qu'elle te fasse la gueule. Excusez-moi. Mais en tout cas ce personnage là, comme je vous l'ai dit, je l'ai pas aimé pour ça justement, qu'il aille voir à droite et à gauche et qu'il s'étonne après que sa femme, il y a des complications, qu'elle lui gueule dessus, qu'elle lui dise d'aller dormir sur le canapé. Oui, tu vas voir ailleurs, c'est normal. Et à côté après il espère voilà que ça va aller mieux, il veut faire des efforts, tout ça, il veut se racheter, sauf qu'après il retourne dans ses vices. Ça c'est vraiment le type de personnage que j'ai du mal à apprécier. Bon, je ne vous dis pas comment ça termine tout ça, mais ce personnage là, si jamais vous devez lire ce roman, il peut éventuellement vraiment être très pénible. Maintenant que j'y pense, Hamid c'est un petit peu le côté du bien et du mal. Nous avons un personnage qui est tourmenté par ses vices et qui essaye du coup de se dépasser, de ne plus aller vers eux. Et c'est vrai que ça aurait pu faire vraiment ce côté de balancement entre le bien et le mal maintenant que j'y pense. L'Heure de la lumière est un thriller fantastique que je vous recommande énormément, notamment pour le fait qu'il rappelle un conte fantastique très connu, mais aussi pour le thriller, pour l'histoire, parce qu'on rentre facilement dedans. Il y a beaucoup d'humour, ça j'ai apprécié, un humour noir très macabre, notamment lors des autopsies. Ça j'ai adoré, j'ai rigolé alors que c'était pas du tout un moment où il fallait rire. En tout cas j'ai passé un agréable moment et je vous le conseille vivement. Le roman que je vais vous présenter, vous l'attendiez sans doute peut-être parce que je vous en ai parlé depuis un petit moment. Il s'agit de Scary Stories de Alvin Schwartz, donc qui est le livre qui a un peu inspiré, je pense, l'adaptation au cinéma. Je dis je pense parce qu'en fait, nous sommes bien sûr dans un recueil de nouvelles, ou en tout cas un recueil d'histoires terrifiantes, et je dis aussi je pense pour l'adaptation parce que ayant vu en fait le film au cinéma, j'ai pas retrouvé vraiment de lien à faire avec le livre. Je vois bien de quelles nouvelles ils ont pu s'inspirer, mais elles ne sont pas toutes là et l'histoire ne correspond pas forcément à ce que j'ai pu voir dans ce roman. Je ne vais pas beaucoup m'éterniser sur ce livre parce que je vous avais dit que je vous ferai une vidéo book vs adaptation, donc je vous en parlerai un peu plus dans cette vidéo là. La seule chose que j'aurai à dire sur ce roman, c'est que voilà, c'était un petit recueil de nouvelles, certaines étaient plus effrayantes que d'autres, certaines aussi faisaient rire, c'était prévu, il le disait que ça allait nous faire rire. Et j'ai bien apprécié, j'ai passé un bon moment, c'était écrit plutôt gros, j'adore les images, je vous montre juste. Nous avons beaucoup d'images comme ça me fait penser, vous savez, un peu à des images à l'encre de Chine et dont les visages en fait étaient très particuliers. C'était comme ceci. Vous voyez, les personnages étaient très
épuré mais d'une manière macabre en fait. J'essaye de vous trouver autre chose. En tout cas nous avions également aussi des poèmes et des petites chansons. Ça c'était plutôt bien. Vous voyez, les pages étaient... les illustrations étaient magnifiques, vraiment j'ai adoré. Est-ce que... regardez. Il y avait vraiment un jeu sur les ombres, sur l'ombrage. Tout ça des illustrations et j'ai vraiment adoré le lire et surtout voir les illustrations. Il y avait également des petites pages comme ceci, donc ça c'est le Glou-Glou bavoteux. En fait ce roman ce sont des histoires que vous pouvez raconter à d'autres personnes et il y a même des petites illustrations en fait à la fin, par exemple, pas des illustrations mais des annotations, par exemple à la fin ils disent sur ces mots sautez sur l'un de vos auditeurs et hurlez. Et en fait, ils font plein de petits mots comme ça pour vraiment faire peur quand vous racontez ces histoires à d'autres personnes. Je vais vous lire juste le Glou-Glou bavoteux parce que j'aurai une autre partie du livre à vous lire quand je vous ferai la vidéo spéciale. Mais là, je pense que ça peut être une petite histoire sympa, que vous ayez un avant-goût en fait du type de lecture qu'on peut avoir dans ce roman. Alors, le Glou-Glou bavoteux a émergé de l'onde et mangé tout le monde sauf moi. Le Glou-Glou bavoteux a émergé de l'onde et mangé tout le monde sauf Scrooge. Et voilà, donc c'était très court mais c'est voilà, il y avait des petits poèmes, des petites chansons en fait dans les histoires pour justement un peu les étoffer et apprécier lire ce roman. C'était très rapide, en tout cas c'est plus un recueil qu'un roman. Et je pense que je vais lire la suite parce qu'il y a 2 autres tomes comme celui-ci, pas encore paru en France. Mais j'ai bien aimé, c'était vraiment un bon moment. Il y a certaines histoires qui m'ont fait un peu plus peur que d'autres, même si c'était très léger et c'est très immature en fait, c'est très... jeune en fait comme écriture. À chaque fois je dis mature, j'ai l'impression d'être très négative dans mes propos. Non, c'est très jeune en tout cas comme écriture. Mais il y a, voilà, il y a certaines images et certaines histoires que je ne recommanderais pas pour de jeunes lecteurs en tout cas. Le quatrième roman que j'ai lu, il s'agit d'une relecture. Il s'agit de Georgiana Kincaid, le tome 1, donc Succubus Blues de Richelle Mead. Ce roman, donc, qui est un roman de basse littérature, raconte l'histoire de Georgiana, alias Georgie, qui est un démon succube et qui est libraire. Ça, déjà, c'est un point que j'avais oublié, que j'ai adoré retrouver. Donc nous la suivons dans ses aventures, il y a des meurtres en ce moment en ville, tout ça. Elle et son groupe d'amis qui sont des vampires, démons, et il y a également un ange, il me semble, oui, Carter est un ange. Et ils vont essayer de voir qui fait ça, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse soudainement à Georgiana, et voilà, essayer de résoudre toute l'affaire. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans Succubus, c'est que j'avais oublié que Georgina, était libraire et ça j'ai adoré le retrouver. C'est vrai que c'était un point que j'avais oublié et que j'ai apprécié retrouver parce que j'adore de toute manière quand ça parle de livres ou de librairie. Alors, Succubus Blues, je l'avais lu il y a très longtemps et c'est vrai que j'avais pas autant accroché que pour cette relecture. C'était, donc je découvre un peu la belle littérature quand je l'ai lu. Et j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans l'histoire lors de ma première lecture, vraiment à me mettre dans ce personnage-là qui était un succube, parce qu'on n'en voit pas beaucoup en fait dans les romans de belle littérature. Et déjà c'est parce que ce roman de belle littérature, souvent les romans de romance paranormale sont assez légers. En tout cas pour ma part, vous savez, il y a la romance qui est là, il y a une enquête, il y a pas mal de fantastique autour. Mais dans ce roman, il y a beaucoup plus de détails que j'ai l'habitude de voir en fait. Et je pense que c'est pour ça que j'avais eu du mal lors de ma première lecture. Là, j'ai pu un peu plus m'en rendre compte. C'est qu'en fait, il nous donne des détails sur énormément de choses. Et ça peut alourdir la lecture si c'est une première lecture et une découverte en fait de ce style. En tout cas, c'est un roman de littérature qui est très travaillé pour ce que c'est en fait. C'est surtout ça. Un point très particulier pour cette saga et je pense qui fait que peut-être elle n'est pas appréciée à sa juste valeur, c'est que même si nous sommes donc dans une histoire avec une succube, on n'a pas autant de scènes torrides qu'on pourrait en avoir. On a vraiment certains passages qui sont éludés au niveau du sexe et peut-être que c'est pour les tomes suivants parce qu'il y en a quand même pas mal, il me semble qu'il y a peut-être 5-6 tomes déjà de parus. Mais là, dans celui-là, on a peut-être 4 scènes qui sont pas sous-entendu, mais voilà, ils sont un peu épurés et on n'a pas autant de détails qu'on pourra l'avoir où c'est pas très cru en fait. Et ça j'ai particulièrement apprécié parce que du coup, qui dit succube dit on va tout de suite rentrer dans le truc vraiment cucu et tout. Non, pas du tout, on est vraiment sur le côté très
la personnalité en fait de Georgiana, on s'intéresse pas à ses capacités de succube. Intéressant, c'est que mine de rien, même si nous avons une succube, Georgiana n'est pas et ne sera sans doute peut-être pas une héroïne badass comme on peut l'avoir dans les autres romans de Bike Littérature. C'est très rafraîchissant et très innovateur parce que du coup, même si c'est un personnage qui peut être très puissant et très charismatique, on va avoir vraiment une très grande fragilité et une vulnérabilité de sa part. C'est vraiment une jeune femme qu'il faut sauver, en tout cas qu'il faut aider. Et ça, j'ai apprécié le voir parce que je m'attends. S'il y avait eu, je pense, succube plus puissance, plus force, il y aurait eu trop de choses. Elle peut pas être belle et forte en même temps. Donc du coup, ils ont misé sur la beauté et l'intelligence. Mais elle n'en reste pas moins, voilà, vulnérable parce qu'elle n'a pas la même force que les vampires ou les démons. Parti pour le petit bilan. Alors, donc le tome 3 de Twisted Tale de Liz Braswell, donc Histoire éternelle, qui est sur La Belle et la Bête. J'ai particulièrement apprécié ce roman, notamment le flashback que nous avons sur Maurice et la mère de Belle, et également donc du coup tout ce que nous voyons sur le Disney, mais par écrit. Et j'ai particulièrement apprécié l'amour de Belle pour la lecture. J'ai ensuite lu L'heure de la lumière de Olivier Valade, qui m'a énormément fait penser à La morte amoureuse de Théophile Gautier. C'était quelque chose de très rafraîchissant et très innovateur. J'ai bien aimé également L'enquête et je vous le conseille vivement. J'ai également lu Scary Stories de Alvin Schwartz. Si vous cherchez un roman à lire au coin du feu pour faire peur à vos amis, ne cherchez plus, c'est ce roman qu'il vous faut. J'ai relu le tome 1 de Georgiana Kincaid de Richard Mead. J'ai apprécié cette relecture. L'héroïne est une libraire qui sait ce qu'elle fait, qui aime un peu trop le mocha, mais elle est magnifique et j'aime son intelligence. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à cliquer sur le bouton juste en dessous pour être prévenu d'une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.